Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Cinéden Sublime, le podcast qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation ou les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble en s'exploration. Nous allons parler d'une orientation sexuelle peu connue ou dont on parle très peu, la sexualité. Voyez ce podcast comme une introduction au sujet qui instaure les bases de celui-ci. Ce podcast propose un petit format et je ne peux malheureusement pas tout aborder en une fois. La sexualité, c'est une orientation sexuelle au même titre que l'hétérosexualité, l'homosexualité, la pansexualité. Et les asexuels ne ressentent pas d'attirance ou de désir sexuel pour une personne telle qu'elle soit. Je suis avec Anna, qui est asexuelle et qui a accepté de partager, témoigner de sa vision, de son expérience sur le sujet. Je vous demanderai donc de rester respectueux et ouvert dans votre approche de ce sujet. Merci beaucoup Anna d'avoir accepté de participer à ce podcast. Et ma toute première question, celle que je pose à chaque fois pour débuter ces podcasts, c'est de me définir avec tes termes le sujet de ce podcast, la sexualité. Bonjour Cinéden. Alors, la sexualité, c'est à la fois une orientation sexuelle, mais aussi un terme parapluie. Enfin, moi, en tout cas, je dis parapluie, je ne sais pas si c'est le mot juste. La sexualité, en tant qu'orientation sexuelle, désigne les personnes qui ne ressentent pas jamais envers personne d'attirance et de désir sexuel. Sous le spectre de la sexualité, on a aussi la grey sexualité, la demi-sexualité et plein d'autres, je ne les connais pas toutes, qui désignent en fait des nuances de la sexualité avec des hauts, des bas, plus ou moins de désir et des façons très particulières et sans que ce soit péjoratif de ressentir son désir. Peut-être que j'aurai l'occasion de faire des podcasts sur ces thématiques-là. En tout cas, voilà, si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas. Il y a énormément, j'exagère. Il y a des articles et des sujets qui parlent de la demi-sexualité, de l'agressivité, etc. Alors, à quel moment tu t'es dit, ça y est, je suis asexuelle ? Est-ce que ça a toujours été présent en toi ? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu ce déclic ? Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé ? Alors, du coup, je vais tout de suite rebondir sur ce que tu viens de dire. En réalité, non, on est très peu représentés. On est une des orientations sexuelles les moins représentées en réalité. Et de ce fait, il n'y a pas eu de jour vraiment où j'ai pu mettre de mots dessus parce que ça a été très long. C'était le fruit d'une introspection sur plusieurs années. J'ai commencé à avoir des rapports aux alentours de mes 15 ans et je pense que d'une certaine façon, je l'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas la même chose que la personne en face de moi. Et puis après, avec le temps, d'autres mots sont venus. Donc, on parlait de grey sexualité, demi-sexualité. Donc, très rapidement, grey sexualité, n'avoir que très peu de désir. Et au début, c'est ce que je pensais être. Puis après, j'ai pensé plutôt être demi-sexuelle, donc en fait n'avoir du désir que pour les personnes en qui j'avais vraiment confiance et avec qui j'avais un lien très fort, puisqu'en définitive, les personnes avec qui j'arrivais à peu près à avoir des rapports étaient mes amoureux. Et puis finalement, au cours de ces 2 dernières années, j'en ai appris plus sur la sexualité. J'ai aussi déconstruit tous les stéréotypes que j'avais dessus pour au final me dire bah c'est ça que je suis en fait. Tout simplement, et sans aucun compromis. C'est vrai que j'ai fait une petite banalité, et ce n'est absolument pas le cas. Le Canada, par contre, aborde plus ouvertement ces sujets et ont un peu d'avance par rapport à la France sur ça.
Donc oui, effectivement, en France, ce sont des termes tout nouveaux, en tout cas dont on entend très peu parler. Mais c'est pourquoi on fait ce Ouais, c'est podcast. ça. Il y a des avis divergents. Il y a des avis divergents sur le sujet de la sexualité. Certains affirment qu'une personne asexuelle n'a aucun rapport sexuel, ou alors celui-ci n'est pas consenti. Toi, tu affirmes qu'il y a des nuances à cette affirmation. Peux-tu m'en parler et nous partager ton avis par rapport à ça? Ouais, la sexualité, en fait, souvent a une image qui est très stéréotypée, qui est très cloîtrée, qui renvoie en fait à une sexualité, comment dire, où il se passe rien en fait, une espèce de stérilité de la vie sexuelle où on n'a aucun rapport puisqu'on n'en a pas envie fondamentalement. Et de ce fait, souvent, c'est lié à ce qu'on appelle l'aroromantisme, donc le fait de ne pas ressentir d'attirance amoureuse, de ne pas pouvoir tomber amoureux. Et du coup, si on ne tombe pas du tout amoureux et si on n'a pas de relation sexuelle, eh bien, les gens s'imaginent qu'on a plus grand chose en fait, qu'on n'a pas trop de rapport humain. Et moi je suis asexuelle et je suis en couple avec un garçon qui ne l'est pas, qui est hétérosexuel, qui est tout ce qu'on pourrait considérer de l'extérieur le plus normal du monde à ce niveau-là, si tant est que normal existe vraiment. Et oui, et j'affirme et je le défends que être asexuel, en réalité, on peut avoir des rapports. C'est encore une fois le fruit d'une introspection très longue et il faut se connaître. Il faut aussi avoir un ou une partenaire qui soit respectueux, qui prenne le temps de nous écouter et ça n'a pas été facile. J'ai eu beaucoup de copains avant de trouver celui qui me permettrait de m'épanouir et de trouver justement une forme de compromis entre ce gâteau qu'on m'a survendu, qui est la sexualité, et le fait que je n'ai jamais faim. Et voilà, et de ce fait, en fait, je défends vraiment le fait qu'il faille différencier le désir du plaisir et que on peut ressentir du plaisir physique sans pour autant ressentir de désir sexuel, dans le sens où je reprends l'exemple du gâteau, enfin l'exemple alimentaire, mais pour avoir une métaphore assez efficace, c'est un peu comme si je vous disais que moi j'adore les fraises, c'est quelque chose vraiment, j'adore ça. Bon, en réalité, j'adore pas le sexe, mais on va dire que j'aime beaucoup les fraises et j'y trouve une forme de plaisir, mais pour autant, je n'ai jamais faim. Et je vois tout le monde autour de moi qui passe son temps à manger des fraises et ça me fait envie parce que tout le monde me dit que vraiment les fraises c'est un truc mais qui est incroyable, mais moi j'ai pas faim et je peux avoir envie de la manger cette fraise. Mais en fait j'ai pas faim, donc si j'essaye de la manger, ça peut m'écœurer, je pourrais jamais la manger comme les autres la mangent et je saurais jamais ce que c'est qu'avoir faim puisque je ne l'ai pas ressenti. Malgré tout, de temps en temps, je peux manger un petit morceau de fraise et trouver une forme de plaisir au-delà de la faim, au-delà du besoin, mais instinctivement, c'est pas quelque chose que je vais aller chercher parce que je n'en ai pas besoin. Mais voilà, c'est une métaphore qui généralement marche assez. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui affirme que la sexualité n'existe pas, que c'est tout simplement passager, que ta libido reviendra tôt ou tard, ou qu'elle viendra plus tard si elle n'est pas encore apparue? Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Pour l'instant, personnellement, je m'appuie plus sur mon expérience que sur mes connaissances du sujet, mais pour avoir discuté avec un autre asexuel il y a pas longtemps, il m'a soutenu que en réalité, il y avait des traces asexuelles depuis très longtemps dans l'histoire. On en retrouvait dans les récits depuis l'Antiquité. Et donc d'une part, au même titre que les autres orientations sexuelles, c'est quelque chose qui a toujours existé. Ensuite, comment dire, j'aurais pas les mots ou les connaissances pour l'expliquer scientifiquement. Maintenant, je sais ce que je suis et dernièrement, j'ai été contactée par énormément de personnes qui le sont aussi. Et en fait, il faut qu'on soit reconnu comme une orientation sexuelle à part entière parce que je pense que, mettre des mots sur les choses et nous désigner en tant qu'orientation sexuelle, c'est
aussi nous désigner en tant que minorité discriminée, en tant que minorité qui souffre de l'intolérance des autres de par sa différence. Et dans ce cas-là, c'est reconnaître l'existence. Enfin, on est là et à partir du moment où on reconnaît l'existence de quelque chose et de personnes et donc d'une orientation sexuelle, c'est aussi leur autoriser les droits, la visibilité et la compréhension, la tolérance qui entoure tout ça et dont on a cruellement besoin aujourd'hui. Forcément, il y a des personnes qui ont dû dire que la sexualité était liée à un traumatisme, à une maladie physique ou psychique. Qu'est-ce que tu réponds à ces personnes-là? Ouais, c'est quelque chose qui revient très souvent. Même, généralement, ça va de pair avec mais t'es sûr que t'as toujours pas trouvé le bon? Bien sûr. Première phrase, t'es sûr que t'as toujours pas trouvé le bon? Et deuxième phrase, ah, mais tu dois avoir un traumatisme. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que si je prends mon expérience personnelle, dans mon adolescence, en vivant en fait toute cette pression qu'on a en tant qu'adolescent, du premier qui va coucher, de celui qui en a fait le plus, etc. Moi, je voulais absolument justement avoir faim. Et pour avoir faim, en fait, je me suis dit qu'il fallait que je trouve le bon. Et du coup, j'ai eu énormément d'amoureux et ça rendait tout le monde dingue parce que vraiment, j'en changeais toutes les 2 semaines. Et j'étais avec des garçons extrêmement différents, avec des filles aussi extrêmement différentes. Et dans tout ça, il n'y a pas une seule fois où je me suis retrouvée dans beaucoup de lits différents. Et il n'y a pas une seule fois où je me suis dit, waouh, j'ai envie de lui, j'ai envie d'elle, j'ai envie qu'il se passe quelque chose vraiment. Pas du tout. J'aurais plutôt préféré jouer aux cartes ou faire un petit massage, ça aurait été plus sympa. Ouais. Et donc ça déjà d'une part pour la question de le bon, la bonne, et ensuite par rapport au traumatisme, en fait, personnellement, je sais que ça a toujours été là, alors même que je ne connaissais rien à la sexualité, que j'étais une jeune fille saine qui n'attendait que de s'ouvrir et de bouffer des putains de fraises. Mais quand on est asexuel, en fait, pour en parler rapidement, c'est juste que on va, comme on comprend pas forcément ce qui ne va pas et qu'on n'a aucun modèle qui nous dise, bah, t'inquiète pas, c'est pas grave, t'as pas besoin d'avoir envie, on s'en fout de ce que t'es tant que t'es heureux et t'as pas besoin de faire l'amour pour être heureux. On a envie toujours, je reviens à la fraise, de goûter la fraise et du coup, on a envie de connaître, de savoir ce qu'est le sexe et pourquoi ça a l'air de donner autant de plaisir. Ouais. Et du coup, en fait, on se dit que ça se trouve, tout le monde a un petit peu peur la première fois, personne n'en a vraiment envie. On se dit, bah, il faut que je saute à l'eau, il faut que je me force un peu, c'est peut-être comme ça que ça fonctionne. Moi, en tout cas, c'est vraiment ce que je me suis dit, même si ça paraît con avec le recul, bah, à 14 ans, c'est ce que je me suis dit. Ce qui fait qu'on finit par avoir des rapports qui, en fait, ne sont pas des rapports consentis. Et moi, j'ai presque l'impression d'avoir consenti à mes propres abus sexuels, en fait, parce que bon, d'une part, la personne en face de moi voyait bien que j'étais pas hyper, hyper à fond dans ce qui se passait, donc il a sa part de responsabilité, mais d'une autre, je me dis que j'ai assisté ça, en fait, je me suis plusieurs fois, tout au long de mon adolescence, je me suis vue faire l'amour sans en avoir envie, je me suis poussée à le faire, je vais essayer de me prouver des choses à moi-même, et là, par contre, se créent les traumatismes. Que ce soit physique ou psychologique, là, on en vient à se faire beaucoup de mal, et en plus à s'enfermer parce que bah, ces rapports sexuels ne sont absolument pas voulus. Donc au final, dans notre tête, dans notre corps, c'est le seul exemple qu'on a de la vie sexuelle et forcément, bah, ça n'apporte strictement rien de bon. Et là, en effet, on peut parler de trauma. Aujourd'hui, tu es avec un partenaire qui accepte totalement ton orientation sexuelle. Comment s'est passé tes précédentes relations par rapport à tout ça et celles d'aujourd'hui? Comment tes partenaires vivent ton orientation sexuelle? Alors, c'est là vraiment, je suis avec mon copain actuel depuis 2 ans et demi. Et avant lui, je savais pas forcément, j'aurais pas pu mettre de mots dessus et donc eux non plus ne le savaient pas. Mais plutôt comment est-ce qu'ils vivaient, ouais, ma réticence, ma gêne à avoir des rapports, le fait que clairement j'avais pas le même désir qu'eux. Ça dépend vraiment des personnes que j'ai eues et en face de moi et des gens que j'ai aimés. Certains ont été extrêmement oppressants, n'ont pas compris. D'autres
on fait preuve de plus de patience, de compréhension, mais en fait ça suffisait pas parce que c'est pas de ça dont j'avais besoin. J'avais d'abord besoin de savoir ce que j'étais et de prendre en maturité, je pense, Ouais. pour comprendre ce dont j'avais envie. Mais en étant jeune, en fait, moi, je sais que, en fait, j'ai essayé d'avoir des rapports parce qu'on est souvent sous pression. On a l'impression, enfin, l'autre nous dit, mais si t'as pas envie, c'est que tu m'aimes pas, c'est que tu ne me trouves pas beau, c'est que il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que t'aimes les filles, peut-être que machin. Enfin, plein de questions qui, en fait, font que on est coupable de ne pas ressentir de désir. Ouais. Et, et on rend l'autre malheureux. En plus, on a l'impression de leur faire du mal. Et c'est ce qui pousse souvent à se forcer, à simuler, à se dire, bah, je vais faire ça pour lui, j'ai juste à serrer les dents. Et même ça, et j'ai du mal à me dire que je l'ai fait. Mais en fait, si, plusieurs fois, j'ai eu des rapports où je me disais, bah, si c'est ce qu'il faut que je fasse pour qu'il se sente aimé, pour que je le garde auprès de moi, bah, let's go, quoi. C'est l'affaire de 15 minutes. Sauf que 15 minutes, ça devient 30 et ça devient 30 toutes les semaines. Donc, c'est très dur. Et, et après, bah, bon, après, je pense que je suis pas la seule, mais du coup, pour le corps, en fait, enfin, moi, mon corps, pour se protéger, a développé un système qui fait que dès que je me retrouvais dans une situation où je sentais que la tension sexuelle montait chez l'autre, je me mettais à faire une crise d'angoisse d'office. D'accord. Crise d'angoisse où j'avais du mal à respirer, où je bougeais, où j'étais presque violente avec moi-même et des choses assez dures. Et généralement, ça refroidissait l'atmosphère. Ça marchait pas mal. Donc bon, mais c'était dur quoi, parce qu'en plus ça rajoute enfin encore plus de culpabilité, donc c'est une espèce de cercle vicieux. Et c'est vraiment là dernièrement que j'ai rencontré mon copain et je sais pas, c'est la première fois que j'ai été dans ses bras. En fait, quand on s'est rencontrés, sans trop m'épancher sur ma vie, mais quand on s'est rencontrés, j'étais en train de me séparer de mon copain précédent et je me sentais extrêmement mal. Et il m'a dit, bah écoute, moi je veux pas que tu te sentes mal. Si tu veux, tu peux venir chez moi, mais il se passera rien du tout. Je te dis pas ça pour qu'on couche ensemble ou quoi. C'est vraiment juste pour pas que tu sois toute seule. Et on se connaissait même pas vraiment. En fait, on était collègues de travail et j'y suis allée parce que dans mon cerveau asexuel, en fait, de toute façon, le désir ça n'existe pas, donc je crains pas grand chose. Et j'y suis allée et en fait, il s'est rien passé et il a même pas cherché à m'embrasser. Il a pas posé une seule main sur moi. Et puis ça s'est passé une fois, deux fois sans qu'il se passe rien. Et un matin, je l'ai embrassé et je me suis sentie tout de suite hyper bien avec lui. Et aujourd'hui, ça a pris du temps. Ouais. On a trouvé un juste milieu dans notre sexualité où lui trouve son bonheur, je l'aide et je trouve aussi du plaisir à avoir des rapports avec lui parce que en fait, ouais, je passe un moment sympa, parce que on est heureux ensemble parce qu'on partage quelque chose, parce que j'aime caresser sa peau, j'aime son odeur, j'aime lui donner du plaisir et parfois j'aime aussi qu'il m'en donne. Mais ça n'a rien de, ça c'est pas du désir encore une fois. C'est pas, je tiens à insister là-dessus parce que ça met un peu la confusion chez les gens. Mais je ressens pas ce besoin instinctif encore une fois. Il n'y a pas d'appétit, il n'y a pas de... En fait, quand je fais l'amour, si je peux parler vraiment de choses personnelles, quand je le fais, j'ai pas. Ça peut s'arrêter comme ça a commencé, ça me dérange pas. En fait, il y a pas cet élan, ce truc qui me paraît moi de l'extérieur presque animal dans le désir sexuel, qui a l'air de prendre le dessus sur les gens et ça a l'air génial, hein, mais qui a l'air vraiment de tout d'un coup d'envelopper la conscience de la personne et de la pousser vers l'acte sexuel. Moi, je ressens pas ça. C'est juste, c'est comme vraiment s'il me dit, ah, tu veux que je te fasse un massage? Ok, cool. Super. C'est ça, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, tu as trouvé un équilibre aujourd'hui qui a l'air de vous convenir. C'est vrai que je peux comprendre aussi que les gens se posent des questions, parce que c'est tellement paradoxal de parler de le plaisir, le désir, l'acte sexuel en lui-même, etc. L'amour, les sentiments, tout est, c'est comme si tout était dans un shaker et que fallait absolument dissocier chaque chose, etc. Sauf que parfois, enfin, les choses sont un peu plus complexes et fines que ça. Mais Ouais. en tout cas, je pense que ton témoignage et ton histoire peut-être décomplexera pas mal de personnes
asexuel ou non, et c'est le plus important. Je l'espère. Et donc en plus de ça, tu nous prouves bien que les personnes asexuelles peuvent tomber amoureuses. Alors je compte même plus le nombre de fois où je suis tombée amoureuse. Moi, je suis vraiment un crocodile. Non, crocodile qui ça pleure. Non, je sais plus c'est quoi l'expression, mais ouais, moi je tombe amoureuse en continu. Bon, Cœur non, là j'ai d'artichaut, arrêté parce ok. que je suis ouais, c'est ça, un artichaut. Il y a une différence avec le crocodile. En gros, enfin, c'est vraiment ça. Moi, j'adore tomber amoureuse et je trouve que dans l'amour tout est magnifique, de l'amour à la rupture. Après je suis étudiante en art, alors c'est mon côté artiste, mais c'est ah non, j'adore tomber amoureuse et je suis hyper dépendante de l'amour. J'ai besoin d'être aimée, j'ai besoin d'aimer en retour et euh, et ouais, carrément c'est très différent ce qu'on est romantiquement et ce qu'on est sexuellement, c'est à différencier. Et d'ailleurs, par exemple, on peut être homo romantique et asexuel, donc n'aimer que les personnes du même genre. Donc quelqu'un, un garçon, n'aimera que des garçons, mais sera asexuel. C'est pas la même chose. Ou on peut être aro-romantique, mais homosexuel. Et donc n'être pas capable de tomber amoureux, mais pouvoir avoir du désir sexuel pour quelqu'un du même genre. Les genres, tout comme la sexualité, ne sont pas nécessairement binaires, et c'est aussi ce qui fait la beauté de notre espèce, c'est d'avoir une multitude de choix et de choses en nous et dans la vie qui font que on n'est pas obligé de rentrer dans une case. Ouais, carrément. Voilà. C'est quoi être une personne asexuelle dans notre monde en 2020, tant qu'à faire? Alors, au regard des gens, là, non, mais quand je vois j'ai vu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux, apparemment pour les gens, c'est être dégénéré, ou alors au contraire, c'est être un espèce d'ange qui s'assume pas vraiment, qui se restreint. Ouais, j'ai vu Donc, il y le a plein de terme de choses différentes. sociopathe apparaître de nombreuses fois, donc tu Ouais. serais une sociopathe. Bah, je pense que sociopathe, en fait, les gens partent du principe que si on n'a pas besoin parce que sociopathe, je pense que les gens parlent aussi des aros romantiques, c'est un espèce de tout. De toute façon, on nous confond souvent, les gens ont du mal à dissocier les deux. Donc, c'est que si on n'a pas besoin d'avoir de relations amoureuses ou si on n'a pas besoin d'avoir de relations sexuelles, tout d'un coup, on est sociopathe, pas dans le sens agressif du terme, mais vraiment dans le sens sociopathe qui s'exclut de la société, qui s'exclut des relations sociales, etc. Alors qu'en réalité, quelqu'un aro-romantique, pardon, pourra très bien avoir plein d'amis, avoir sa famille, enfin, simplement, il n'a pas le besoin de faire qu'un, entre gros guillemets, avec une autre personne. Oui. Et Mais puis, bon, non, je me considère pas comme une sociopathe. Oui, et puis une personne sociopathe, c'est une personne qui en affecte des troubles de la personnalité et qui manifeste un comportement antisocial, etc. J'ai discuté un peu avec toi. Ouais. Non, tu n'es pas comme ça. Et pour avoir discuté avec d'autres personnes de cette orientation sexuelle-là, non. Voilà, donc effectivement, Non. on déconstruit un En peu. fait, je trouve que c'est Ouais, et je trouve que c'est très signifiant par rapport à la place qu'a la sexualité aujourd'hui dans la société. C'est que vraiment, en fait, les relations sociales, alors en plus, nous, on est un peu les témoins de ça, les asexuels, parce que on regarde ça comme à travers la vitrine, quoi. Euh, En fait, c'est vraiment comme si la sexualité, en définitive, était quand même régissait un peu notre société et elle est au cœur d'énormément de choses, du marketing à l'art, en passant par mais tout, la hiérarchie sociale. Et en fait, et ouais, c'est assez surprenant. Et du coup, de ce fait, quand on n'a pas envie d'avoir de relations sexuelles, on s'exclut de la société et on devient une espèce de marginal qui, qui essaye qui se considère comme supérieur aux animaux que sont les humains. Certains raccourcis sont faits sur les personnes asexuelles. Est-ce que tu peux me donner des exemples et les déconstruire? C'est ce qu'on vient de faire, mais est-ce que tu as d'autres choses en tête qui te viennent? Il y a quelques jours, il y a
une vidéo qui a été diffusée où tu parles où tu témoignes et tu communiques sur la sexualité, cette orientation sexuelle avec d'autres personnes. Et voilà, tu as eu, j'imagine, Ouais. certains messages pas très sympathiques avec des stéréotypes, des idées, etc. Là, tu as l'opportunité de les Ouais. déconstruire. Vas-y. Bon, alors je pense que déjà d'une grande part, il y avait la question d'être asexuel, mais d'avoir des rapports sexuels. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair. Ouais. Ensuite, il y avait des choses, mais ça concernait plus la communauté LGBTQIA+. J'ai l'impression que les gens comprennent pas forcément pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de se coller à nous-mêmes des étiquettes, Mm. en définitive presque de se marginaliser nous-mêmes, et que dans la tête de certaines personnes, en réalité, tout va très bien. Mm. Et notamment de certaines personnes qui me sont très proches, dont j'ai eu les avis vraiment récemment. Ouais. En fait, ils comprennent pas pourquoi on a besoin d'en parler. Parce qu'après tout, une vie sans sexe, c'est une vie plutôt reposante, c'est une vie où on n'a pas à se prendre la tête. Puis c'est le cas de plein de femmes, après tout, de ce qu'on m'a dit. Mais Mm. en réalité, non, c'est hyper important, justement, je pense, de mettre des mots sur les choses. Parce que mettre des mots et créer des groupes, c'est aussi se sentir moins seul dans sa différence. Différence par rapport à ce qui est aujourd'hui la norme, soit l'hétérosexualité. Et il y a qu'en mettant des mots, il y a qu'en communiquant, il y a qu'en vraiment donnant des appellations aux choses, qu'en définitive, on leur donne aussi de la visibilité, qu'on leur permet de se déployer et qu'on leur permet en fait d'être connus de plus de personnes. Et en étant connus de plus de personnes, d'une part, on fait évoluer les mentalités, ce qui fait que si demain n'importe qui se retrouve face à un asexuel, au lit, peut-être qu'il saura mieux le gérer, peut-être qu'il pourra l'aider, peut-être que juste il pourra ne pas le traumatiser. Mm. Et puis d'une autre, c'est aussi aider, donner la clé en fait aux nouvelles générations pour comprendre qui ils sont, pour ne pas faire les erreurs que moi j'ai faites, à se forcer, à se faire énormément de mal et après à galérer pendant des années pour s'en remettre. Donc ça, c'est vraiment important. Ouais. Et après, vraiment, des idées reçues à propos de la sexualité. Ouais, mais c'est ça, hein, l'image du sociopathe qui vit sa vie de moine. Ah si, il y a aussi les enfants. C'est une des premières questions que m'ont posé mes proches quand je leur en ai parlé, mais du coup, t'auras pas d'enfants? Ah Bah oui, si. oui, oui. C'est vrai que c'est une Bah question si, si, je veux des enfants. pardon. C'est vrai que c'est une question que je me suis pas posée, mais Mhm. c'est vrai que la question des enfants, comment tu vois les choses, toi? Euh, Bah moi personnellement je veux des enfants et étant donné que je peux avoir des rapports, enfin je dis pas que c'est très simple non plus, mais disons que ça va, Ouais. j'en aurai de manière naturelle comme on fait des enfants. Après il y a des questions qui se posent par rapport à la PMA aujourd'hui. Alors moi, c'est des choses sur lesquelles j'avais jamais réfléchi avant et c'est une amie qui en a parlé, à savoir si la PMA pourrait être ouverte ou non aux personnes asexuelles. Ouais. Parce que si un couple, en fait, enfin après il y a plein de termes et de nuances dans la sexualité, mais ceux qui sont vraiment repoussés par la sexualité, par l'acte en lui-même et par le contact avec des organes génitaux, etc. Pour ces personnes-là, en fait, ils n'ont pas à se forcer pour avoir des enfants et dans ce cas-là, ils passeront par l'adoption. Parce Mhm. que même quand on parle d'insémination artificielle, ce genre de choses, ça dépend vraiment des asexuels. Mais il y a des gens qui sont, moi par exemple, je sais que je suis jamais allée voir, enfin je suis allée voir une ou deux fois des gynécologues où j'ai fait des examens pour l'endométriose et c'était des moments qui étaient extrêmement durs à vivre parce que je devais me montrer, parce que je devais être touchée, parce que c'est des choses qui sont, même d'en parler, ça m'émeut parce que c'est vraiment douloureux. Et ça, c'est pareil, c'est quand on parle en plus de la sexualité que les choses pourront nous être un peu plus adaptées. Ouais. Et de ce fait, y a pas mal de choses qui sont compliquées, mais je pense qu'un asexuel qui va avoir des enfants, quelle que soit sa façon de faire, pourra. Et il y a plein d'asexuels qui veulent avoir des enfants. Et d'ailleurs, parmi les personnes qui m'ont contacté, il y a des mamans qui ont 4 enfants, des papas qui en ont 2. Mm. Enfin voilà quoi. Aujourd'hui, est-ce que ton asexualité a un impact dans ta vie au quotidien? Ou finalement, tu mènes une vie comme les autres, hétérosexuelle, homosexuelle, pansexuelle, peu importe. Comment ça se passe? Euh, alors aujourd'hui,
pense que ça va mieux, même si encore une fois, en étant avec une personne hétérosexuelle, évidemment, c'est toujours compliqué à gérer parce que mon amoureux a des envies que je n'ai pas et du coup, enfin, c'est des choses avec lesquelles il faut dealer tous les jours, mais on s'en sort très bien et on s'aime beaucoup trop pour se lâcher pour tout ça. Mais non, après, j'ai vraiment ressenti le besoin d'en parler, de me montrer, que ça fasse partie intégrante de mon image auprès des gens qui m'entourent, mais aussi auprès des gens sur mes réseaux sociaux, au même titre que quelqu'un d'homosexuel, de pansexuel, etc. aujourd'hui peut le revendiquer à travers son identité, que ce soit vestimentairement parlant, dans la façon de parler, dans les sujets qui nous intéressent, les choses qu'on like sur les réseaux sociaux, etc. Et et du coup, voilà. Et ça, évidemment, c'est passé par une phase de coming out où j'ai eu des retours plus ou moins différents, des très bons, des mauvais. J'ai perdu des proches, enfin des proches non, du coup, ils l'étaient pas vraiment, hein, des amis. Les gens étaient surpris. Bon, ça m'a pas trop posé de problème. Après, c'est plus grandir en étant asexuel, je pense, qui est particulier, qui crée plein de situations, d'une part dans la vie personnelle dont je parlais, mais c'est aussi on grandit en fait c'est comme si on n'était pas vraiment branchés sur le même canal. Enfin, encore une fois, je dis on, mais je parle de mon expérience personnelle, mais moi, en tout cas, j'avais l'impression de ne pas être branchée sur le même canal que les autres. J'avais l'impression que il y avait plein de choses qui m'échappaient, en fait, que je ne comprenais pas et qui me manquaient des informations. Vraiment, il me manquait, un branchement. Et en fait, ça me met dans des situations où je me suis retrouvée avec des mecs qui interprétaient pas forcément bien les signaux que je semblais leur envoyer, en fait, qui les interprétaient comme des invitations, des signes de mon désir, alors que pour moi, c'était plus un jeu, un flirt platonique, quelque chose même d'assez amical. Et ça m'a mis dans une situation où des amis ont cru que je draguais lourdement leur mec, je me suis retrouvée avec des potes qui essayaient de me pécho alors qu'ils étaient en couple, enfin pécho, qui essayaient de m'embrasser alors qu'ils étaient en couple avec mes copines ou que c'était leur crush ou leurs ex, enfin plein de situations qui ont fait que les gens m'ont énormément jugée et je pense pas être la seule à avoir vécu ça. Et alors qu'en réalité, oui, vu de l'extérieur, probablement que je semblais draguer ou flirter ou quoi, mais moi dans ma tête et j'ai l'impression de pas avoir de légitimité même quand je le dis là, quand je le dis, mais si c'est vraiment ça. En fait, je peux pas comprendre ça. Enfin, j'ai pas les codes et du coup. Ça crée encore plus de culpabilité parce que bah d'un côté, tout le monde me voit comme la meuf facile, la pute, si on peut dire ça, avec tout le respect que j'ai pour ce mot. Mais voilà, dans le sens que les adolescents lui donnent aujourd'hui. Et, euh, et d'un autre, en même temps, quand il s'agit d'être dans le lit d'un mec, bah en fait, il se passe strictement rien. Et il se retrouve avec une meuf qui pleure et qui tremble dans ses bras. Donc une situation à vivre qui est très dure et en grandissant qui est compliquée. Justement, tu parles d'adolescents. Quel impact cela peut avoir sur les jeunes de se découvrir asexuel ou alors d'être asexuel, l'assumer auprès de son entourage? On se sent extrêmement exclu et même sans parler forcément de moi qui suis pas aromantique, mais de manière générale des gens qui sont sous notre spectre, donc aromantique et asexuel, c'est dur à gérer pendant l'adolescence parce que tout est question de preuve et de performance. Et ouais, on se sent différent, on se sent exclu, mais bon, ça, c'est plutôt simple à comprendre, je pense, après tout ce que j'ai raconté. Mais voilà, ça crée un truc, vraiment une atmosphère globale entre les abus dont je parlais, entre la culpabilité de si on aime quelqu'un de pas lui avoir l'impression de pas lui rendre son amour, de pas l'aimer, de lui faire du mal. D'une autre, ce que je disais par rapport au comportement des gens et du fait qu'on renvoie pas forcément une image qui est vraiment contrôlée.
Et non, et c'est compliqué. Enfin, et puis d'autant, encore une fois, qu'il n'y a aucune visibilité. Qu'est-ce que tu dirais justement à un jeune qui te contacte et qui te dit, voilà, je crois que je suis asexuel, mais j'arrive pas à gérer. Quel serait ton message pour faire passer, Ouais. voilà, pour l'accompagner dans son process d'acceptation? Bah, tu vois, en fait, juste de me dire ça, j'ai les larmes aux yeux, j'ai la voix qui tremble parce que ça fait 2 jours depuis que l'autre vidéo est sortie que j'ai été contactée par je sais pas, entre 100 et 200 jeunes et adultes aussi. Et j'ai pris le temps de répondre à chacun en vocal, par message, de les écouter parce que et de leur répondre grosso modo la même chose, mais soyez forts, soyez sûrs de ce que vous êtes, soyez certains que vous êtes précieux. Prenez vraiment soin de vous, ne vous forcez jamais. Écoutez-vous et prenez et prenez votre temps. Enfin, dans tous les cas, enfin, renseignez-vous pour savoir, en fait, pour avoir plus d'informations, pour comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez et vous construire en prenant tout ça comme base. Hmm. Parce qu'il y a qu'en réfléchissant bien et en vous analysant que vous saurez ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous est toujours différent de ce qui est bon pour les autres. Et surtout, 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 ne vous forcez jamais, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, même si vous avez l'impression qu'on vous fait du mal, les autres vous font du mal en vous oppressant. Ils vous font presque plus de mal en vous oppressant. Et préservez-vous, prenez soin de vous, surtout. Moi, ça me rend malade de vraiment ça. C'est ce qui d'ailleurs m'a poussée à prendre parole ici, à prendre parole sur les réseaux sociaux, à communiquer. C'est que je, en fait, je m'en fous de mon image, je m'en fous de parler de ma sexualité, quand bien même ce soit mon intimité, etc. Si je peux aider une personne à ne pas vivre ce que j'ai vécu, en fait, c'est tout ce que je veux, quoi. Merci Anna. Petite question intime, sujet tabou ou pas, la masturbation. Comment ça se passe chez les asexuels? Ou en tout cas chez toi, est-ce que tu peux m'en parler un peu? La masturbation, bah, en fait, ça dépend vraiment de chacun. C'est comme les rapports de manière générale. Il y a des asexuels qui vont la pratiquer, il y en a qui le pratiqueront pas. En fait, il y en a qui n'ont, de mes recherches en tout cas, il y en a qui ne ressentent pas de plaisir physique, vraiment la notion de plaisir liée à l'orgasme, etc. Ils ne le ressentent pas. D'autres vont la ressentir, mais ça ne les intéressera pas. Comme certains n'aiment pas les massages, certains n'aiment pas les guilis, bah, c'est grosso modo la même chose. Et d'autres peuvent la ressentir Ouais. et apprécient ça au même titre, encore une fois, qu'un massage ou des guilis. Moi, je le ressens et c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment comme un massage ou des guilis. Après, ça fluctue dans la vie. Il y a eu des périodes où ça m'intéressait beaucoup, d'autres pas du tout. Honnêtement, je pense que homme comme femme, enfin, c'est encore une fois absolument pas une généralité et on est tous très différents dans la sexualité, mais pour certains subsiste une espèce de besoin physique. J'ai une dernière petite question pour toi qui clôturera ce Ouais. podcast. Pourquoi est-il si important de donner de la visibilité, de communiquer dessus, sur cette orientation? Comme je le disais, je pense que la communication, en fait, permet de mieux comprendre, permet d'une part déjà pour les gens qui ne le sont pas, de leur donner les outils pour si au cas où un jour ils rencontrent quelqu'un d'asexuel, s'ils se retrouvent avec un partenaire asexuel, ça leur permettra de ne pas le blesser et au mieux de le comprendre et de l'aider. Donc ça c'est hyper important. D'une autre part, enfin c'est encore une fois aider un maximum de personnes à avoir un autre modèle que celui qui est normé, de comprendre qu'en fait on peut être asexuel et on peut être heureux et qu'être asexuel c'est pas forcément avoir une vie où on n'a pas d'amoureux, où on n'a pas de relation, où on est malheureux parce qu'en fait on peut avoir pas d'amoureux et pas de relation et être très heureux. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas forcément une vie où on est Ouais. malheureux. C'est la pression. En fait, c'est pas les gens qui sont tristes d'être comme ça souvent.
Moi, je l'ai été parce que j'ai vraiment cru à ce qu'on me vendait à fond. J'ai vraiment cru au marketing du cul à mort et je me suis dit, mais putain, ça a l'air génial et j'étais dégoûtée de pas pouvoir le vivre. Mais il y en a qui s'en foutent, qui sont très heureux comme ils sont et qui n'ont pas besoin de ça. Mais simplement, on leur répète tous les jours qu'ils sont pas normaux, on leur répète tous les jours, mais je comprends pas pourquoi tu baisses pas, mais t'es vierge, mais machin et tout. Et en fait, c'est ça qui rend malheureux. Et parler de la sexualité, en fait, ça va permettre aux gens de faire preuve de plus de tolérance, ça va permettre aux gens qui le sont d'avoir plus d'exemples et de modèles comme qui leur disent qu'ils peuvent être heureux et qu'il y a d'autres chemins à suivre que ceux qu'on leur a déjà appris. Et d'une autre part, ça permet aussi au système d'être mieux adapté. Et comme je le disais tout à l'heure, quand il s'agit de faire des examens médicaux, quand il s'agit de la PMA, quand il s'agit de choses comme ça, euh, qu'on fasse preuve de plus de compréhension, de tolérance et de respect envers ce qu'on est et ce qu'on ne supporte pas. Merci beaucoup Anna. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux ? Alors, mon Instagram, qui ça est a-mgt, et sur lesquels je suis très très active, très active. Et sinon sur TikTok, un réseau social dans lequel je crois beaucoup et qui m'a beaucoup aidé dans mon évolution personnelle. Et ce sera Anna-in Paris. Je mettrai tout évidemment dans la description du podcast. Merci beaucoup pour ce partage, pour ta vision des choses. Merci à tous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et réécouter ce podcast pour faire grandir et évoluer le projet Cinéden Sublime et évidemment donner une belle visibilité à cette orientation sexuelle qu'est la sexualité. Merci beaucoup et à très bientôt.